Chapitre 4. Trépanation. Eh bien, cela prendrait plus de temps qu'elle ne l'avait supposé. Voilà tout. Dès que l'Aéra fut partie de son côté, Will dénicha une cabine téléphonique et appela le numéro de cabinet d'avocat figurant sur la lettre qu'il tenait à la main. Allô? Je voudrais parler à monsieur Perkins. De la part de qui, je vous prie? Ça concerne monsieur John Parry. Je suis son fils. Un instant, s'il vous plaît. Une minute s'écoula, puis une voix d'homme retentit au bout du fil. Allô? Alan Perkins à l'appareil. À qui ai-je l'honneur? William Parry. Excusez-moi de vous déranger. C'est au sujet de mon père, monsieur John Parry. Tous les 3 mois, vous envoyez de l'argent sur le compte en banque de ma mère, de la part de mon père. Oui? En fait, j'aimerais savoir où est mon père, s'il vous plaît. Est-il vivant? Quel âge as-tu, William? 12 ans. Je voudrais en savoir plus sur mon père. Oui, je vois. Est-ce que ta mère, c'est elle que tu as décidé de m'appeler? Will réfléchit bien avant de répondre. Non, avoua-t-il. Elle n'est pas en très bonne santé. Elle ne peut pas me dire grand-chose, mais moi je veux savoir. Oui, bien sûr. D'où me téléphones-tu? Tu es chez toi? Non, je suis à Oxford. Seul? Oui. Et tu dis que ta mère est malade? Oui. Elle est à l'hôpital ou quelque part? Oui, c'est ça, quelque part. Alors vous pouvez tout me raconter, oui ou non? Je peux te dire certaines choses, mais pas tout et pas maintenant. Je préfère ne pas parler de ça au téléphone. Écoute, je dois recevoir un client dans 5 minutes. Pourrais-tu venir jusqu'à mon cabinet à 14h30? Non, répondit Will. C'était trop risqué, se disait-il. L'avocat avait peut-être appris qu'il était recherché par la police. Il réfléchit à toute vitesse, puis ajouta: Je dois prendre le car pour Nottingham, et je ne veux pas le louper. Mais ce que je veux savoir, vous pouvez quand même me le dire au téléphone, non? Je veux juste savoir si mon père est vivant, et si oui, où je peux le trouver. Vous pouvez bien me dire ça. Ce n'est pas aussi simple, malheureusement. Je n'ai pas le droit de transmettre des informations confidentielles sur un client, à moins d'être sûr que ce client n'y verrait pas d'inconvénient. Et de toute façon, il me faudrait la preuve de ton identité. Oui, je comprends. Mais vous ne pouvez pas me dire simplement s'il est vivant? Euh, il ne s'agit pas d'une information confidentielle, en effet. Hélas, je ne peux rien te dire car je n'en sais rien. Hein? L'argent provient d'un fidéicommis. Ton père a laissé des instructions pour que je continue à effectuer les versements régulièrement, jusqu'à nouvel ordre. Or, je n'ai plus jamais entendu parler de lui depuis. On peut logiquement en conclure qu'il... Enfin, je suppose qu'il a disparu. Voilà pourquoi je ne peux pas répondre à ta question. Disparu? Vous voulez dire volatilisé dans la nature? C'est de notoriété publique. Viens donc me voir à mon cabinet. Je... Impossible. Je dois partir pour Nottingham. Dans ce cas, écris-moi ou demande à ta mère de m'écrire et je te dirai tout ce que je peux. Mais tu comprends bien que je ne peux pas parler de ça au téléphone. Oui, sans doute, mais vous pouvez au moins me dire où il a disparu. Je te le répète, c'est de notoriété publique. Plusieurs articles ont été publiés dans les journaux à l'époque. Tu sais qu'il était explorateur. Ma mère m'a raconté 2 ou 3 choses, oui. Eh bien, ton père dirigeait une expédition, et il a disparu. Cela s'est passé il y a une dizaine d'années. Où ça? Dans le Grand Nord, en Alaska, il me semble. Tu peux aller te renseigner à la bibliothèque municipale. Pourquoi tu ne... Le temps dont Will disposait pour téléphoner était écoulé, et il n'avait plus de monnaie pour alimenter l'appareil. La communication fut coupée brutalement, et la tonalité bourdonna dans son oreille. Il raccrocha et regarda autour de lui. La chose qu'il voulait par-dessus tout, c'était parler à sa mère, et il dut se retenir pour ne pas composer le numéro de madame Cooper, car s'il entendait la voix de sa mère au bout du fil, il savait qu'il aurait envie de revenir, ce qui les mettrait en danger tous les deux. En revanche, il pouvait lui envoyer une carte postale. Il choisit une vue de la ville et écrivit au dos: Chère maman, je vais très bien et je serai bientôt de retour à la maison. J'espère que tout se passe bien. Je t'aime, Will. Il écrivit l'adresse, alla chercher un timbre, et tint la carte postale contre lui pendant un moment avant de la déposer dans la boîte aux lettres. C'était le milieu de la matinée,
et il marchait dans la principale rue commerçante, où les bus peinaient à se frayer un chemin au milieu des passants. Il s'aperçut alors à quel point il était exposé, car nous étions en semaine, et à 7 heures, un garçon de son âge aurait dû se trouver à l'école. Où pouvait-il aller? Il ne lui fallut pas longtemps pour se cacher. Will pouvait disparaître assez facilement, car il était doué pour cela. Il était même fier de son talent dans ce domaine. Sa manière de procéder n'était d'ailleurs pas très éloignée de celle utilisée par Serafina Pekkala, la sorcière, pour se rendre invisible à bord du bateau. Il fit en sorte que personne ne puisse le remarquer. Il se fondit dans le décor. Connaissant le monde dans lequel il vivait, il entra dans une papeterie pour acheter un stylo, un bloc de feuilles et une planchette à pince. Les écoles envoyaient souvent des groupes d'élèves faire des enquêtes dans la rue, sur tel ou tel sujet. Et s'il donnait l'impression de participer à une activité de ce genre, il n'attirerait pas l'attention. Ainsi, Will se mit à déambuler sur les trottoirs en faisant semblant de prendre des notes tout en cherchant la bibliothèque. Pendant ce temps, Lyra cherchait un coin paisible pour consulter l'alétiomètre. Dans son Oxford à elle, elle aurait pu trouver une dizaine d'endroits adéquats à moins de 5 minutes de marche, mais cet Oxford-ci était beaucoup trop différent et déconcertant. Les touches de familiarité émouvante voisinaient avec le bizarre et l'inconnu. À quoi servaient donc ces lignes jaunes peintes sur la chaussée? Et ces petites taches blanchâtres sur tous les trottoirs? Dans son monde, il ne connaissait pas le chewing-gum. Et que signifiaient ces lumières rouges et vertes au coin de chaque rue? Tout cela, se dit-elle, était beaucoup plus compliqué à déchiffrer que l'alétiomètre. Mais elle apercevait les portes de St. John's College, que Roger et elle avaient escaladées un jour après la tombée de la nuit, pour cacher des pétards dans les massifs de fleurs. Sur cette pierre usée au coin de Cathey Street, il y avait les initiales SP que Simon Parslow avait gravées. Exactement les mêmes. Elle l'avait vu faire. Un habitant de ce monde qui possédait des initiales identiques avait fait la même chose pour tromper son ennui. Peut-être existait-il un Simon Parslow dans ce monde. Peut-être existait-il aussi une Lyra. Un frisson glacé lui parcourut l'échine et Pantalaimon, redevenu souris, frissonna au fond de sa poche. Elle se ressaisit. Il y avait suffisamment de mystère autour d'elle, pas la peine d'en imaginer davantage. Autre différence entre cet Oxford et le sien, le nombre gigantesque de personnes qui grouillaient sur les trottoirs, entraient et sortaient des bâtiments, des gens de toutes sortes, des femmes habillées en hommes, des Africains et même un groupe de Tartares qui suivaient bien sagement leur chef, tous tirés à 4 épingles et tenant à la main une petite valise noire. Tout d'abord, elle leur jeta des regards méfiants, car ils n'avaient pas de démons. Et dans son monde, on les aurait considérés comme des apparitions, ou pire. Mais, et c'était cela le plus étrange, ils avaient tous l'air parfaitement vivants. Ces créatures se déplaçaient avec une sorte de joie de vivre, comme de véritables humains. Et Lyra dut admettre que c'étaient certainement des humains, dont les démons étaient cachés à l'intérieur, comme celui de Will. Après avoir erré pendant environ 1 heure pour explorer cette parodie d'Oxford, elle commença à avoir faim et acheta une barre de chocolat avec son billet de 20 livres. Le commerçant la regarda d'un drôle d'air, mais il venait des Antilles et peut-être ne comprenait-il pas son accent, bien qu'elle se soit exprimée de manière très claire. Avec la monnaie, elle acheta une pomme au marché couvert qui évoquait davantage le véritable Oxford, puis elle marcha vers le parc. Là, elle arriva devant un grand bâtiment, dans le plus pur style Oxford, mais qui pourtant n'existait pas dans son monde, bien qu'il n'eût pas paru déplacé. Elle s'assit dans l'herbe, juste devant l'entrée, pour manger, en observant le bâtiment d'un air approbateur. Lyra découvrit qu'il s'agissait en réalité d'un musée. Comme les portes étaient ouvertes, elle entra et découvrit des animaux empaillés, des squelettes fossilisés et des minéraux dans des vitrines, comme au Royal Geological Museum, qu'elle avait visité avec Madame Coulter à Londres, celui qu'elle connaissait. Au fond du grand hall de verre et d'acier, une porte s'ouvrait sur une autre partie du musée, et puisque l'endroit était désert, elle décida d'aller y jeter un œil. L'alétiomètre restait sa préoccupation principale. Mais en entrant dans cette deuxième salle, Lyra se trouva entourée de choses qu'elle connaissait bien. Les vitrines renfermaient des vêtements polaires, semblables aux fourrures qu'elle portait,
des traîneaux, des objets taillés dans de l'ivoire de morse, des harpons destinés à la chasse aux phoques, et 1000 autres trophées, reliques, amulettes, armes et outils, qui ne provenaient pas uniquement de l'Arctique, comme elle put le constater, mais des quatre coins du globe. Étrange, se dit-elle. Ce manteau en peau de caribou, par exemple, était exactement semblable au sien, mais il s'était complètement fourvoyé en expliquant l'origine des traces sur le traîneau. Un photogramme montrait des guerriers samoyèdes, les sosies de ceux qui l'avaient capturé pour la vendre à Bolvangar. Incroyable! C'étaient les mêmes hommes. Et cette corde usée avait été rafistolée exactement aux mêmes endroits. Laïra était bien placée pour le savoir, étant restée ligotée sur ce traîneau pendant plusieurs heures de souffrance. Comment expliquer ces mystères? N'existait-il qu'un seul monde finalement, qui passait son temps à rêver à d'autres mondes? Ce qu'elle découvrit ensuite lui fit penser à nouveau à la laitiomètre. Dans une vieille vitrine entourée d'un châssis peint en noir, étaient réunis plusieurs crânes humains, dont quelques-uns étaient percés d'un trou. Sur le devant, sur le côté ou sur le dessus. Le crâne du milieu avait même 2 trous. Cette opération, était-il indiqué sur une fiche cartonnée rédigée avec des pattes de mouche, s'appelait une trépanation. La notice prédisait que tous ces trous avaient été faits alors que ces hommes étaient vivants, car les os avaient eu le temps de cicatriser et de se patiner aux extrémités. Sauf dans un seul cas. Ici, le trou avait été fait par une pointe de flèche en bronze qui était encore plantée dans le crâne, et l'on voyait bien que c'était différent car les os brisés formaient des éclats. C'était exactement ce que faisaient les Tartares du Nord et ce que Stanislaus Grumman s'était infligé, à en croire les érudits de Jordan College qu'il avait connus. Laïra jeta un rapide coup d'œil autour d'elle. Ne voyant personne, elle sortit la laitiomètre. Dirigeant toutes ses pensées sur le crâne du milieu, elle demanda mentalement à quel genre d'individu appartenait ce crâne et quelle est l'origine de ces 2 trous. Concentrée sur la laitiomètre, dans la lumière poussiéreuse qui filtrait à travers le toit de verre et plongeait des galeries supérieures en oblique, elle ne remarqua pas que quelqu'un l'observait. Un homme, d'une soixantaine d'années à l'air robuste, vêtu d'un élégant costume en lin et tenant à la main un panama, la regardait avec attention par-dessus la rambarde en fer de la galerie du premier étage. Ses cheveux blancs étaient peignés en arrière, sur son front mat et lisse, à peine ridé. Il avait de grands yeux noirs pénétrants, bordés de longs cils, et régulièrement, toutes les minutes environ, sa langue pointue dardait au coin de sa bouche et courait sur ses lèvres pour les humecter. Le mouchoir immaculé glissé dans sa poche de poitrine était imprégné d'une puissante eau de Cologne, semblable à ces plantes de serre si fertiles que leurs racines dégagent une odeur de pourriture. Il espionnait Laïra depuis plusieurs minutes déjà. Il s'était déplacé sur la galerie à mesure qu'elle avançait dans la salle au rez-de-chaussée, et lorsqu'elle s'arrêta devant la vitrine des crânes, il put l'observer plus attentivement de la tête aux pieds. Les cheveux ébouriffés, le bleu sur la joue, les vêtements neufs, sa nuque penchée au-dessus de la laitiomètre, ses jambes nues. Sortant son mouchoir de sa poche de poitrine et le secouant pour le déplier, il s'épongea le front et se dirigea vers l'escalier. Plongé dans ses pensées, Laïra apprenait des choses étranges. Ainsi, ces crânes étaient incroyablement vieux. Les cartes dans les vitrines indiquaient simplement âge du bronze, mais la laitiomètre, qui ne mentait jamais, précisait que l'homme à qui avait appartenu ce crâne avait vécu il y a 33 254 ans. C'était un sorcier, et ce trou avait été percé pour permettre aux dieux de pénétrer dans sa tête. La laitiomètre ajouta même, avec cette nonchalance qu'il affichait parfois pour répondre à une question que Laïra ne lui avait pas posée, que les crânes trépanés attiraient autour d'eux beaucoup plus de poussière que le crâne transpercé par une pointe de flèche. Qu'est-ce que ça pouvait bien vouloir dire? Laïra s'arracha à l'atmosphère de calme et de concentration qu'elle partageait avec la laitiomètre pour réintégrer en douceur le présent et s'apercevoir qu'elle n'était plus seule. Elle aperçut penché, au-dessus de la vitrine voisine, un vieil homme portant un costume clair et qui sentait bon. Il lui rappelait vaguement quelqu'un, sans qu'elle puisse dire de qui il s'agissait. Sentant qu'elle le regardait avec insistance, il se redressa et lui adressa un grand sourire. Tu regardes les crânes trépanés? Dit-il. Les gens ont parfois de drôles de manies. Fit Laïra.
Sais-tu qu'aujourd'hui encore, des gens font la même chose? Ah bon? Des hippies, des individus de ce genre. Évidemment, tu es beaucoup trop jeune pour avoir connu les hippies. Ils prétendent que c'est plus efficace que de prendre des drogues. Laïra avait rangé la laitiomètre dans son sac à dos sans avoir eu le temps de poser la question primordiale. Elle se demandait comment fausser compagnie à cet homme qui, visiblement, avait envie d'engager la conversation. De fait, il paraissait très gentil et il sentait bon. Il s'était rapproché d'elle peu à peu. Quand il se pencha au-dessus de la vitrine, sa main frôla celle de Laïra. C'est incroyable, hein? Pas d'anesthésiant, pas de désinfectant. Et sans doute qu'ils utilisaient des outils en pierre. Sacrément coriace, ces gens-là, pas vrai? Je ne me souviens pas de t'avoir déjà vu par ici. Pourtant, je viens très souvent. Comment t'appelles-tu? Lizzie. Bonjour, Lizzie, moi c'est Charles. Tu vas à l'école à Oxford? Elle ne savait pas quoi répondre. Non. Tu es juste de passage? En tout cas, tu as choisi un endroit merveilleux. Qu'est-ce qui t'intéresse particulièrement dans ce musée? Cet homme l'intriguait plus que toutes les personnes qu'elle avait rencontrées depuis pas mal de temps. C'était un monsieur gentil, sympathique, très soigné, habillé avec élégance, et pourtant Pantalaimon, caché dans la poche de l'Aïra, cherchait à attirer son attention pour la supplier de se méfier, car lui aussi était assailli par un vague souvenir. L'Aïra sentait flotter dans l'atmosphère non pas une odeur, mais plutôt l'idée d'une odeur, celle de la crotte, de la putréfaction. Elle repensait au palais de Yofur Raknisson, où l'air était parfumé, mais le sol jonché d'immondices. Qu'est-ce qui m'intéresse? Dit-elle. Oh, un tas de choses en vérité. Quand j'ai vu ces crânes, j'ai eu envie de les regarder de plus près. Je n'arrive pas à croire que quelqu'un puisse s'infliger une telle torture. C'est horrible. Je ne serai pas volontaire, moi non plus, mais je t'assure que ce sont des pratiques qui existent encore. Je pourrais même, si tu le souhaites, te faire rencontrer quelqu'un qui l'a fait, dit le vieux monsieur. Et il avait l'air si gentil, si prêt à rendre service, que Laïra faillit se laisser tenter par cette offre. Mais en voyant jaillir entre ses lèvres ce petit bout de langue pointu, aussi vif qu'un serpent, luisant de salive, elle se ravisa. Il faut que je m'en aille, dit-elle. Merci pour la proposition, mais je préfère pas. D'ailleurs, j'ai rendez-vous avec un ami, ajouta-t-elle. Chez qui j'habite? Oui, je comprends, dit le vieil homme, très gentiment. Ça m'a fait plaisir de discuter avec toi. Au revoir, Lizzie. Salut. Oh, au cas où, voici mon nom et mon adresse, dit-il en lui tendant une petite carte de visite. Si jamais tu as envie d'en savoir plus sur ce genre de choses. Merci, dit-elle d'un ton neutre en glissant la carte dans la poche de son sac à dos, avant de s'en aller. Elle eut l'impression qu'il la suivait du regard jusqu'à la porte. Une fois sortie du musée, Lyra s'enfonça dans le parc qu'elle connaissait sous l'aspect d'un terrain destiné au cricket et à d'autres sports. Elle dénicha un endroit tranquille sous les arbres et interrogea de nouveau la laitiomètre. Cette fois, elle lui demanda où elle pouvait trouver un érudit qui saurait des choses sur la poussière. La réponse fut simple. L'instrument lui indiqua une pièce située à l'intérieur du grand bâtiment carré auquel elle tournait le dos. En fait, la réponse fut si nette, si rapide, que Laïra aurait parié que la laitiomètre avait quelque chose à ajouter. Elle commençait à percevoir ses différents états d'esprit, comme un être humain, et à sentir quand il voulait lui dire autre chose. Comme maintenant, occupe-toi du garçon, lui dit-il. Ta tâche est de l'aider à retrouver son père. Concentre-toi là-dessus. Laïra demeura bouche bée. Elle n'en revenait pas. Will avait jailli de nulle part pour l'aider. C'était évident. Elle ne pouvait concevoir qu'elle était venue jusqu'ici pour l'aider lui, mais la laitiomètre n'avait pas fini. L'aiguille se remit à tournoyer, et Laïra lut Ne mens pas au savant que tu vas rencontrer. Elle enveloppa l'instrument dans le velours noir et le fourra au fond de son sac à dos, à l'abri des regards. Puis elle se leva, chercha du regard le bâtiment où se trouvait l'érudit en question, et marcha dans cette direction, avec un sentiment de gêne et de défi. Will trouva la bibliothèque assez facilement. Le bibliothécaire des ouvrages de référence était tout disposé à croire qu'il effectuait des recherches pour un devoir de géographie, et il l'aida à trouver les index reliés du Times correspondant à l'année de sa naissance, c'est-à-dire à l'époque de la disparition de son père.
Will alla s'asseoir à une table pour les consulter. Effectivement, le nom de John Parry apparaissait à plusieurs reprises dans le cadre d'une expédition archéologique. Chaque mois du journal, constata-t-il, était enregistré sur un microfilm différent. Il introduisit chaque bobine l'une après l'autre dans le lecteur et les fit défiler jusqu'à ce qu'il tombe sur les articles en question qu'il lut avec avidité. Le premier article racontait le départ d'une expédition à destination du nord de l'Alaska. Sponsorisée par l'Institut d'archéologie de l'Université d'Oxford, elle devait explorer une région où ils espéraient découvrir des traces des tout premiers campements humains. L'expédition était dirigée par John Parry, ancien membre des Royal Marines, devenu explorateur professionnel. Le deuxième article était paru 6 semaines plus tard. On y apprenait que l'expédition n'avait toujours pas répondu aux appels de la station d'observation. John Parry et ses compagnons étaient portés disparus. Venait ensuite une série de brefs articles décrivant les efforts infructueux des équipes de recherche, les survols de la mer de Bering, les réactions de l'Institut d'archéologie, tout cela accompagné d'interviews des parents des disparus. Will sentait son cœur bondir dans sa poitrine. Il y avait même une photo de sa mère, tenant un bébé dans ses bras. C'était lui. Le journaliste avait rédigé un article mélodramatique dans le plus pur style La femme en pleurs attend avec angoisse des nouvelles. Mais il contenait peu d'informations en réalité, constata Will avec colère. Un court paragraphe expliquait que John Parry avait fait une brillante carrière dans les Royal Marines avant de se lancer dans l'organisation d'expéditions scientifiques et géographiques. C'était tout. Le nom de Parry n'apparaissait nulle part ailleurs dans l'index du Times. Et Will abandonna le lecteur de microfilm, à la fois déçu et déconcerté. Il existait forcément d'autres informations ailleurs, mais où les trouver? Et si ses recherches s'éternisaient, on risquait de le repérer. Il rapporta les bobines du microfilm au bibliothécaire et lui demanda: Vous connaissez l'adresse de l'Institut d'archéologie? Je peux le trouver. Tu es de quelle école? Saint-Peter, répondit Will. Ce n'est pas à Oxford, ça. Non, c'est à Hampshire. Avec ma classe, on fait une sorte de voyage d'études. On participe à un projet de recherche sur l'environnement. Oh, je vois. Qu'est-ce que tu m'as demandé, déjà? Ah oui, l'Institut d'archéologie. Voyons voir. Will nota l'adresse et le numéro de téléphone que lui donna le bibliothécaire, et puisqu'il pouvait se permettre d'avouer qu'il ne connaissait pas Oxford, il lui demanda comment se rendre à l'Institut. Ce n'était pas très loin. Après avoir remercié le bibliothécaire, il se mit en route. En entrant dans le bâtiment, Lyra découvrit tout d'abord, au pied de l'escalier, un large bureau derrière lequel était assis un concierge. Où tu vas comme ça, petite? Demanda celui-ci. Lyra eut soudain l'impression de se retrouver chez elle à Jordan College. Elle sentit la jubilation de Pan dans sa poche. J'ai une commission pour une personne du deuxième étage, dit-elle. Qui? Le docteur Lister. Le docteur Lister est au troisième. Et si tu as quelque chose à lui remettre, laisse-le ici. Je le préviendrai. C'est urgent, répondit-elle. Il le voulait tout de suite. D'ailleurs, il ne s'agit pas d'un objet, c'est quelque chose que je dois lui dire. Le concierge l'observa attentivement, mais il n'était pas de taille à lutter avec l'air angélique et niais que Laïra pouvait adopter à la demande. Finalement, il hocha la tête et se replongea dans son journal. L'alétiomètre n'indiquait pas les noms des gens, évidemment. Lyra avait repéré le nom du docteur Lister sur un grand tableau derrière le concierge, car si on faisait semblant de connaître quelqu'un, se disait-elle, il y avait plus de chances qu'on vous laisse entrer quelque part. D'une certaine façon, Lyra connaissait le monde de Will mieux que lui. Arrivée au deuxième étage, elle découvrit un long couloir où une première porte ouverte laissait voir un amphithéâtre désert. Une autre porte s'ouvrait sur une pièce plus petite, dans laquelle deux professeurs discutaient devant un tableau noir. Ces pièces, tout comme les murs du couloir, étaient nues, ternes et dénuées d'ornements. Autant de signes qui, dans l'esprit de Lyra, évoquaient la pauvreté et non pas la splendeur. La brillante érudition d'Oxford. Pourtant, les murs de briques étaient recouverts d'une couche de peinture lisse, les portes étaient en bois massif et les rampes en acier poli. Encore une étrangeté de ce drôle de monde, se dit-elle.
Elle trouva rapidement la porte indiquée par la laitiomètre. La plaque fixée dessus proclamait Unité de recherche sur la matière sombre. En dessous, quelqu'un avait griffonné Paix à son âme. Une autre personne avait ajouté, toujours à la main, Directeur Lazare. Sans se soucier de ces inscriptions sibyllines, Laïra frappa à la porte et une voix de femme s'écria Entrez. C'était une pièce exiguë, envahie de piles branlantes de papier et de livres. Les tableaux blancs sur les murs étaient couverts de diagrammes et d'équations. Au dos de la porte était punaisé un dessin de style chinois. Par une porte ouverte, Laïra apercevait une autre pièce, dans laquelle une sorte d'instrument en barrique complexe trônait en silence. Elle fut quelque peu surprise de découvrir que le savant qu'elle cherchait était une femme, mais la laitiomètre n'avait pas précisé qu'il s'agissait d'un homme, et après tout, c'était un monde étrange. La femme était assise face à une drôle de machine qui projetait des chiffres et des formes sur un petit écran de verre et devant laquelle on avait disposé toutes les lettres de l'alphabet sous forme de petits carrés jaunis sur un plateau de couleur ivoire. La femme appuya sur l'un des carrés et l'écran devint noir. Qui es-tu demanda-t-elle. Laïra referma la porte derrière elle. Songeant à ce que lui avait dit la laitiomètre, elle s'empêcha d'agir comme elle l'aurait fait en temps normal, et elle répondit sans mentir. Je m'appelle Laïra, parle d'or, répondit-elle. Et vous? La femme sursauta. Laïra lui donnait entre 35 et 40 ans. Sans doute était-elle légèrement plus âgée que madame Coulter. Elle avait des cheveux bruns coupés courts, des joues rouges et portait une blouse blanche ouverte sur une chemise à rayures et un de ces pantalons en grosse toile bleue que portait un tas de gens dans ce monde. Surprise par la question de Laïra, la femme passa la main dans ses cheveux courts et dit Tu es la deuxième surprise de la journée. Je suis le docteur Marie Malone. Que viens-tu faire ici? Je voudrais que vous me parliez de la poussière, dit Laïra, après avoir regardé autour d'elle pour s'assurer qu'elles étaient seules. Je sais que vous connaissez beaucoup de choses sur ce sujet. Je peux le prouver. Il faut tout me dire. La poussière? Mais de quoi parles-tu? Peut-être que vous appelez ça autrement. C'est des particules élémentaires. Chez moi, dans mon monde, les professeurs les appellent les particules de Russakoff, mais normalement, on appelle ça la poussière. C'est pas facile de la voir. Elle vient de l'espace et elle se fixe sur les gens. Pas tellement sur les enfants, surtout sur les adultes. Et un truc que j'ai appris aujourd'hui en allant au musée tout près d'ici, où il y a des vieux crânes avec des trous comme ceux que font les Tartares, c'est qu'il y avait beaucoup plus de poussière autour de ces crânes qu'autour d'un autre qui n'avait pas le même genre de trou. C'est quelle époque l'âge du bronze? La femme la regardait avec des yeux comme des soucoupes. L'âge du bronze? Oh là là, j'en sais rien. Il y a 5000 ans environ. Dans ce cas, ils se sont trompés quand ils ont fait l'étiquette. Le crâne avec les deux trous, il a 33 000 ans. Laïra s'interrompit car le docteur Malone semblait sur le point de s'évanouir. Ses joues avaient perdu leur couleur. Elle plaqua une main sur sa poitrine, tandis que l'autre agrippait le bras de son fauteuil. Elle demeura bouche bée. Étonnée par cette réaction, Laïra attendit qu'elle se ressaisisse. Qui es-tu? Lui demanda la femme. Laïra, pas. Non, non, non. D'où viens-tu? Que fais-tu ici? Comment sais-tu toutes ces choses? Laïra poussa un soupir de lassitude. Elle avait oublié combien les professeurs aiment ergoter. À quoi bon leur dire la vérité, alors qu'ils comprenaient plus facilement un mensonge? Je viens d'un autre monde, expliqua-t-elle patiemment. Et dans ce monde, il y a un Oxford comme ici, mais différent. Et c'est de là que je viens. Et attends un peu. Tu viens d'où? Je viens d'ailleurs, répondit Laïra plus prudemment. Je ne suis pas d'ici. Oh, je vois, dit la femme. Enfin, je crois. Je cherche des renseignements sur la poussière, car les hommes d'église dans mon monde ont peur de la poussière. Ils croient qu'elle représente le péché originel. Alors c'est très important, vous comprenez? Et mon père? Non, dit-elle avec fougue, allant jusqu'à taper du pied. Ce n'est pas ce que je voulais dire, je m'explique mal. Le docteur Malone observait Laïra, son air désespéré, ses poings serrés, les hématomes sur sa joue et sa cuisse. Mon Dieu, calme-toi, petite. Elle frotta ses yeux rougis par la fatigue. Pourquoi est-ce que je t'écoute d'abord? Je dois être folle. La vérité, c'est que tu as trouvé le seul endroit au monde
où tu pourrais obtenir les réponses que tu cherches. Malheureusement, ils sont sur le point de fermer notre laboratoire. Cette chose dont tu parles, cette poussière, ça ressemble fort à un phénomène que nous étudions depuis un certain temps déjà, et ce que tu as dit au sujet des crânes au musée m'a fichu un coup. Car... Oh non, trop c'est trop. Je suis morte de fatigue. J'aimerais t'écouter, crois-moi, mais maintenant, je t'en prie. T'ai-je dit qu'il voulait nous mettre à la porte? J'ai une semaine pour soumettre une proposition à la commission des subventions, mais on n'a aucun espoir de... Elle bâilla sans décrocher la mâchoire. C'était quoi votre première surprise de la journée? Demanda Laïra. Ah oui, une personne sur qui je comptais beaucoup pour parrainer notre demande de financement nous a retiré son soutien. Remarque, ce n'est pas surprenant, finalement. Elle bâilla de nouveau. Je vais faire du café, dit-elle. Si je ne m'endors pas avant, tu en voudras? Elle remplit une bouilloire électrique et pendant qu'elle versait du café instantané dans 2 tasses, Laïra prit le temps d'observer le dessin chinois derrière la porte. C'est quoi ça? Demanda-t-elle. Ce sont les symboles du I Ching. Tu sais ce qu'ils représentent? Ça existe aussi dans ton monde? Laïra regarda la femme en fronçant les sourcils. Elle se demandait s'il s'agissait d'une question sarcastique. Certaines choses sont pareilles, et d'autres sont différentes, c'est tout, répondit-elle. Il y a des choses que je ne connais pas dans mon monde. Peut-être qu'ils ont aussi ce Ching. Oui, peut-être, dit le docteur Malone. Pardonne-moi. C'est quoi la matière sombre? Demanda Laïra. C'est bien ce qui est écrit sur la porte, hein? Le docteur Malone se rassit et avec son pied tira une chaise pour Laïra. La matière sombre est la chose sur laquelle travaille mon équipe de chercheurs. Personne ne sait exactement ce que c'est. Il existe dans l'univers un tas de phénomènes imperceptibles. Voilà le problème. On voit les étoiles, les galaxies et tout ce qui brille, mais pour que tout cela reste en place, au lieu de se disperser dans tous les sens, il y a forcément autre chose. Pour que la gravité existe, par exemple. Hélas, personne ne sait détecter cette chose. Un tas de projets scientifiques essayent d'en savoir plus. Celui-ci en fait partie. Laïra était tout ouïe. Au moins, cette femme lui parlait sérieusement, comme à une adulte. Et à votre avis, c'est quoi cette chose? Demanda-t-elle. À notre avis... À ce moment-là, la bouilloire se mit à siffler et le docteur Malone se leva pour verser l'eau chaude dans les tasses en continuant de parler. À notre avis, il s'agit d'une sorte de particule élémentaire, très différente de tout ce qu'on a découvert jusqu'à présent, mais elle est extrêmement difficile à détecter. Dans quelle école es-tu? Tu étudies la physique? Laïra sentit Pantalaimon lui mordiller la main pour lui recommander la prudence. La laitiomètre lui ordonnait de dire la vérité. Très bien. Mais elle savait ce qui risquait d'arriver si elle disait toute la vérité. Elle devait manœuvrer en finesse et éviter les mensonges directs. Oui, dit-elle, je connais certaines choses, mais je n'ai jamais entendu parler de la matière sombre. Eh bien, disons que nous essayons de détecter cette chose quasiment indécelable parmi le bruit que font toutes les autres particules en s'écrasant. Habituellement, les scientifiques placent les capteurs à des centaines de mètres sous terre, mais nous, au lieu de cela, nous avons installé un champ électromagnétique autour du capteur, afin d'éliminer tous les bruits qui ne nous intéressent pas et de laisser passer uniquement les autres. Ensuite, nous amplifions le son et nous l'introduisons dans l'ordinateur. Elle tendit une tasse de café à Laïra. Il n'y avait ni lait, ni sucre, mais elle sortit d'un tiroir des biscuits au gingembre. La fillette se jeta voracement sur la nourriture. Nous avons découvert une particule qui correspond, reprit le docteur Malone. Du moins, nous pensons qu'elle correspond. Mais c'est si étrange. Pourquoi est-ce que je te raconte tout ça? Je ne devrais pas. Les résultats n'ont pas été publiés, ni enregistrés, ni même notés par écrit. Je suis un peu folle cet après-midi. Bref, ajouta-t-elle, et elle bâilla de nouveau si longtemps que Laïra crut qu'elle n'allait jamais s'arrêter. Ces particules sont de drôles de petits monstres, c'est sûr. On les a baptisées particules ombres, ou ombres tout simplement. Sais-tu ce qui a failli me faire tomber à la renverse tout à l'heure? Quand tu as parlé des crânes du musée. Nous avons dans notre équipe une sorte d'archéologue amateur, et figure-toi qu'un jour, il a fait une découverte à laquelle on ne voulait même pas croire. Mais impossible de l'ignorer, car elle rejoignait une des caractéristiques les plus insensées des ombres. Devine un peu, ces particules ont une conscience. Parfaitement.
Les ombres sont des particules conscientes. As-tu déjà entendu une chose aussi stupide? Pas étonnant qu'ils ne veuillent pas renouveler nos crédits. Le docteur Malone but une gorgée de café. Laïra, elle, buvait les paroles de cette femme comme une fleur assoiffée. Eh oui, ajouta le docteur Malone, elles savent que nous existons, elles nous répondent. C'est là que ça devient complètement fou. Pour les voir, il faut être prêt à les voir. Ça ne marche pas si on n'est pas dans un certain état d'esprit. Il faut être confiant et détendu. Il faut être capable de... Où est la citation? Elle fourragea au milieu de l'amoncellement de papier qui encombrait son bureau, jusqu'à ce qu'elle trouve une feuille sur laquelle quelqu'un avait griffonné une phrase au stylo vert. Elle lut, capable d'être dans l'incertitude, le mystère et le doute, en oubliant l'exaspérante quête de la vérité et de la raison. Voilà l'état d'esprit qui convient. C'est une citation du poète Keats. Au fait, je suis tombé dessus l'autre jour. Tu te places dans le bon état d'esprit, et ensuite tu regardes la caverne. La caverne, dit Laëra. Oh, pardon, l'ordinateur. On l'a surnommé la caverne, en référence à Platon, tu vois, les ombres sur les murs de la caverne. Encore une idée de notre archéologue. C'est un intellectuel complet. Malheureusement, il est parti à Genève pour un entretien d'embauche, et je suis persuadé qu'il ne reviendra pas. Où en étais-je? Ah oui, la caverne. Une fois que tu es connecté à l'ordinateur, si tu penses, les ombres réagissent, à tous les coups. Elles affluent autour de tes pensées comme un vol d'oiseaux. Et les crânes des musées dans tout ça? J'y viens. Un jour, Oliver Payne, c'est mon collègue, s'amusait à tester des objets avec la caverne. C'était très bizarre. Tout cela n'avait aucun sens, dans l'optique d'un physicien du moins. Il a d'abord observé un morceau d'ivoire, un simple éclat. Il n'y avait aucune présence d'ombre, aucune réaction. Mais une pièce de jeu d'échecs taillée dans de l'ivoire a réagi. Un morceau de bois brut provenant d'une planche n'a pas réagi, mais une règle en bois, si. Et c'était encore plus net avec une statuette. Bon sang! Il s'agit de particules élémentaires, de minuscules parcelles de presque rien. Elle savait ce qu'étaient ces objets. Tout ce qui était associé au travail humain et à la pensée humaine était entouré d'ombre. Ensuite, Oliver, le docteur Payne, s'est fait prêter des crânes fossilisés par un ami qui travaille au musée, et il les a testés pour savoir jusqu'où remontait ce phénomène dans le temps. On a découvert un point de rupture il y a 30 ou 40 000 ans. Avant cette date, pas d'ombre. Après cela, une profusion. Apparemment, cela correspond plus ou moins à l'apparition sur Terre des premiers êtres humains modernes, dirons-nous. Nos lointains ancêtres, si tu préfères, des gens pas vraiment différents de nous. C'est la poussière, déclara Laïra d'un ton catégorique. J'en suis sûr. Tu comprends bien qu'on ne peut pas dire ce genre de choses dans une demande de subvention si on veut être pris au sérieux. Ça ne tient pas debout. Un tel phénomène ne peut pas exister. C'est impossible. Et même si ce n'est pas impossible, c'est hors de propos. Et quand ce n'est ni l'un ni l'autre, c'est tout simplement embarrassant. Montrez-moi la caverne, demanda Laïra. Elle se leva. Le docteur Malone se passa les mains dans les cheveux et cligna des paupières comme pour empêcher ses yeux fatigués de se voiler. Bah pourquoi pas après tout, dit-elle. Peut-être que nous n'aurons même plus de caverne demain. Viens, suis-moi. Elle entraîna Laïra dans la pièce voisine. Celle-ci était plus grande, encombrée de matériel électronique. Et voilà, dit le docteur Malone, en désignant un écran vierge qui brillait d'une lueur grise. C'est ici que se trouve le détecteur, derrière tous ces fils. Pour voir les ombres, il faut être relié à des électrodes, comme lorsqu'on mesure les ondes du cerveau. Je veux essayer, dit Laïra. Tu ne verras rien, c'est inutile. En plus, je tombe de fatigue et c'est trop compliqué. Je vous en prie, je sais ce que je fais. Tant mieux pour toi. J'aimerais en dire autant. La réponse est non. Il s'agit d'une expérience scientifique, coûteuse et complexe. Tu ne peux pas débarquer ici sans prévenir et exiger de t'amuser avec cet appareil comme si c'était un vulgaire flipper. D'où viens-tu d'ailleurs? Tu ne devrais pas être à l'école. Comment es-tu arrivé jusqu'ici? Le docteur Malone se frotta de nouveau les yeux comme quelqu'un qui vient de se réveiller. Laïra tremblait. Tu dois dire la vérité, songea-t-elle. C'est ça qui m'a indiqué le chemin, répondit-elle en sortant la lettre de son sac à dos. C'est quoi ce machin? Une boussole? Laïra l'autorisa à le prendre. Le docteur Malone fut surprise par le poids de l'instrument.
Bon sang, c'est en or massif. Où diable as-tu? Je pense que ça fait la même chose que votre caverne. En tout cas, c'est ce que j'aimerais savoir. Si j'arrive à répondre à une question, un truc dont vous seul connaissez la réponse, vous me laisserez essayer votre caverne? Demanda Laïra d'un ton désespéré. Tu joues les voyantes maintenant? À quoi sert cette chose? Je vous en supplie. Posez-moi une question, vous verrez. Le docteur Malone haussa les épaules. Bon, d'accord, dit-elle dans un soupir. Dis-moi ce que je faisais avant de travailler ici. Lyra lui arracha l'alétiomètre des mains et actionna les aiguilles. Elle sentait son esprit foncer vers les images avant même que les aiguilles ne soient pointées dessus, et les trépidations de la grande aiguille, impatiente de répondre. Dès qu'elle se mit à tournoyer autour du cadran, Lyra ne la quitta plus des yeux un seul instant. Elle observait, calculait, suivait mentalement les longs enchaînements de sens conduisant au niveau où se trouvait la vérité. Finalement, elle cligna des paupières, laissa échapper un soupir et sortit de son état de transe temporaire. Dans le temps, vous étiez bonne sœur, déclara-t-elle. Je n'aurais jamais pu le deviner. Les nonnes sont censées rester dans leur couvent jusqu'à la fin de leur jours. Mais vous avez cessé de croire aux principes de l'Église et ils vous ont laissé sortir. Ce n'est pas du tout comme dans mon monde à moi, pas du tout. Le docteur Malone se laissa tomber dans l'unique fauteuil de la pièce, l'air hébété. C'est la vérité, hein? Dit Laïra. Oui, et tu l'as découverte grâce à ce... Grâce à cet alétiomètre, oui. Il fonctionne avec la poussière, je crois. Je suis venu jusqu'ici pour en savoir plus sur la poussière, justement, et il m'a dit de venir vous voir. J'en conclus que votre matière sombre, ce doit être la même chose. Alors je peux essayer votre caverne maintenant? Le docteur Malone secoua la tête, non pas pour exprimer son refus, mais plutôt son immense perplexité. Elle haussa les épaules. Allons-y, dit-elle. J'ai l'impression de rêver. Autant continuer jusqu'au bout. Elle fit pivoter son fauteuil et appuya sur plusieurs boutons, déclenchant un bourdonnement électrique accompagné des vibrations d'un ventilateur d'ordinateur. Laïra ne put réprimer un petit hoquet d'effroi, car c'était ce même bruit qu'elle avait entendu dans cette sinistre salle glacée et scintillante de Bolvangar, où la guillotine d'argent avait bien failli la séparer pour toujours de Pantalaimon. D'ailleurs, elle sentit le démon trembler au fond de sa poche et dut le caresser pour le rassurer. Mais le docteur Malone n'avait rien remarqué. Elle était trop occupée à effectuer des branchements et à taper sur les lettres d'un autre plateau en ivoire. Soudain, l'écran gris changea de couleur, de petites lettres et des chiffres apparurent. Assieds-toi là, dit-elle à Laïra en se levant pour lui céder sa place. Elle ouvrit un petit bocal rempli d'une substance épaisse et incolore. Je suis obligée de te mettre un peu de gel sur la tête pour faciliter le passage des ondes. Ne t'inquiète pas, ça s'enlève facilement. Ne bouge plus. Le docteur Malone prit 6 fils électriques, terminés par une sorte de ventouse plate, et les fixa à différents endroits sur la tête de Laïra. La fillette restait immobile comme on le lui avait demandé, mais elle respirait vite et son cœur cognait dans sa poitrine. Voilà, tu es branché, déclara le docteur Malone. Cette pièce est remplie d'ombre. L'univers lui-même est rempli d'ombre d'ailleurs. Mais il n'existe qu'une seule façon de les voir. Il faut faire le vide dans son esprit et regarder l'écran. À toi de jouer. Laïra fixa l'écran. La surface du verre était sombre et vide. Elle distinguait son reflet, mais rien d'autre. Par curiosité, elle fit semblant de consulter l'alétiomètre et s'imagina en train de demander que c'est cette femme sur la poussière? Quelle question pose-t-elle? Mentalement, elle déplaça les aiguilles de l'alétiomètre autour du cadran, et soudain l'écran se mit à trembloter. Surprise, Lyra abandonna sa concentration, et le tremblement s'arrêta aussitôt. Elle ne remarqua pas le frisson d'excitation qui fit se redresser le docteur Malone sur sa chaise. Le front plissé, la fillette se pencha en avant et recommença à se concentrer. Cette fois, la réaction fut immédiate. Un flot de lumière dansante, étrangement semblable au rideau scintillant de l'aurore, traversa l'écran. Elles se regroupaient pour constituer des formes éphémères qui se séparaient pour se réunir à nouveau sous d'autres formes ou d'autres couleurs. Elles traçaient des boucles, des méandres, s'éparpillaient, explosaient en une cascade éblouissante qui bifurquait soudainement d'un côté ou de l'autre, tel un vol d'oiseaux qui change de direction en plein ciel. Devant ce spectacle, Laïra se sentait vaciller au bord de la perception.
comme lorsqu'elle avait commencé à déchiffrer la léthiomètre. Mentalement, elle posa une autre question. Est-ce la poussière? Est-ce la même chose qui crée ces formes et fait bouger l'aiguille de la léthiomètre? La réponse se traduisit par de nouveaux méandres et tourbillons de lumière. Elle en conclut que cela voulait dire oui. C'est alors qu'une autre idée lui traversa l'esprit, et en se retournant pour s'adresser au docteur Malone, elle la découvrit bouche bée, la main sur le front. Qu'y a-t-il? Demanda Laïra. L'écran redevint noir. Le docteur Malone sembla se réveiller. Qu'y a-t-il? Répéta Laïra. Oh, tu viens simplement de créer la plus belle apparition que j'ai jamais vue. Voilà tout, dit le docteur Malone. Comment as-tu fait? À quoi as-tu pensé? Je pensais que vous pourriez avoir des images plus nettes que celle-ci, répondit Laïra. Plus nettes? Ça n'a jamais été aussi net. Mais qu'est-ce que cela signifie? Vous savez lire ces dessins? En fait, expliqua le docteur Malone, ça ne se lit pas vraiment, comme on lit un message par exemple. Ça fonctionne différemment. Concrètement, les ombres réagissent à l'attention que tu leur portes. C'est déjà une découverte révolutionnaire. Ça veut dire qu'elles réagissent à notre conscience, tu vois? Ce n'est pas ce que je veux dire, expliqua Lyra. Ces formes et ces couleurs sur l'écran, ces ombres, elles pourraient faire d'autres choses. Elles pourraient prendre toutes les formes que vous voulez. Elles pourraient même former des images si vous le souhaitez. Regardez. Elle se retourna vers l'ordinateur et se concentra de nouveau, mais cette fois, elle imagina que l'écran était l'alétiomètre avec ses 36 symboles disposés tout autour. Elle les connaissait si bien désormais que ses doigts bougeaient automatiquement sur ses genoux, tandis qu'elle déplaçait les aiguilles imaginaires en direction de la bougie, symbole du savoir, d'alpha et oméga, symbole du langage, et de la fourmi, symbole du travail assidu. Après quoi, elle formula la question: que doivent faire ces gens pour comprendre le langage des ombres? L'écran répondit à la vitesse de la pensée, et parmi la profusion de lignes et d'éclairs lumineux, une série d'images se forma avec une netteté parfaite. Des boussoles, les lettres alpha et oméga, un éclair, un ange. Chaque dessin clignota un certain nombre de fois avant de céder la place à trois autres images, un chameau, un jardin, une lune. Lyra n'eut aucun mal à déchiffrer leur signification. Elle s'arracha à sa concentration pour se tourner vers le docteur Malone et lui expliquer. Celle-ci, renversée contre le dossier de son siège, le visage livide, agrippait le bord de la table. Votre caverne s'exprime dans mon langage, dit Lyra. Le langage des dessins, comme la léthiomètre. Mais elle me dit que vous pourriez utiliser aussi un langage ordinaire, c'est-à-dire des mots. Vous pourriez régler cette machine pour qu'ils apparaissent sur l'écran. Mais pour ça, il faudrait effectuer un tas de calculs précis. C'était la signification de la boussole. L'éclair symbolisait l'énergie en barrique, ou électrique si vous préférez. L'ange représente les messages. La caverne veut dire des choses. En ce qui concerne les autres images, ça voulait dire l'Asie, presque l'Extrême-Orient, mais pas tout à fait. Je sais pas quel pays ça peut être. La Chine peut-être. En tout cas, ils ont une façon bien à eux de s'adresser à la poussière. Aux ombres, je veux dire. Un peu comme vous ici et moi avec mes dessins. Mais eux, ils utilisent des baguettes. Je crois que c'était une allusion à ce dessin qui est derrière la porte, mais j'ai pas vraiment compris. Quand je l'ai vu pour la première fois, j'ai tout de suite pensé qu'il était important, mais je ne savais pas pourquoi. En fait, il existe sûrement un tas de façons de parler aux ombres. Le docteur Malone en avait le souffle coupé. Le I Ching, dit-elle. C'est chinois en effet. Une forme de divination, comme la cartomancie en fait. C'est exact. Ils utilisent des baguettes. Ce dessin est là uniquement pour faire joli, ajouta-t-elle, comme pour rassurer Lyra en expliquant qu'elle n'y croyait pas véritablement. Tu me dis que lorsque les gens consultent le I Ching, ils entrent en contact avec les particules élémentaires, avec la matière sombre? Oui, répondit Lyra. Comme je vous le disais, il existe un tas de manières différentes. Je ne m'en étais pas rendu compte. Je croyais qu'il n'y en avait qu'une. Ces images sur l'écran, dit le docteur Malone. Lyra sentit une pensée trembloter à la lisière de son esprit, et elle se retourna vers l'écran. À peine avait-elle commencé à formuler une question que de nouvelles images apparurent en clignotant, se succédant si rapidement que le docteur Malone avait du mal à les suivre. Mais Lyra, elle, savait ce qu'elle disait. La caverne dit que vous êtes importante, vous aussi. Vous avez une tâche capitale à accomplir. Je ne sais pas ce que c'est,
Mais si elle le dit, c'est forcément vrai. Peut-être que vous devriez lui faire utiliser des mots pour comprendre ce qu'elle dit. Le docteur Malone resta muette un long moment. Finalement, elle demanda: dis-moi maintenant d'où tu viens. Laïra fit la grimace. Le docteur Malone avait agi par désespoir jusqu'à maintenant, sous le coup de l'épuisement. En temps normal, elle n'aurait jamais montré son travail à une inconnue, une enfant qui plus est, surgit de nulle part, et elle commençait à le regretter. Malgré tout, Laïra était obligée de dire la vérité. Je viens d'un autre monde, c'est la vérité. Je suis passé dans celui-ci. Il fallait que je fuie mon ancien monde, car des gens me pourchassaient pour me tuer. Et la laitiomètre vient de... Il vient du même endroit. C'est le maître de Jordan College qui me l'a donné. Dans mon Oxford, il y a un Jordan College, mais pas ici. J'ai cherché. J'ai appris toute seule à déchiffrer la laitiomètre. Je connais un moyen de faire le vide dans mon esprit, et de cette manière, je comprends immédiatement ce que signifient les symboles. C'est comme ce que vous disiez au sujet du doute, du mystère et tout ça. Alors en regardant la caverne, j'ai fait pareil, et ça a marché, de la même façon. Ça prouve bien que ma poussière et vos ombres, c'est la même chose. Le docteur Malone était parfaitement réveillé maintenant. Laïra récupéra la laitiomètre et l'enveloppa dans l'étoffe de velours, telle une mère qui protège son enfant, avant de le ranger dans son sac à dos. En tout cas, reprit-elle, vous pourriez faire en sorte que cet écran vous parle avec des mots, si vous voulez. Ainsi, vous pourriez parler aux ombres, comme moi je parle à la laitiomètre. Mais ce que je veux savoir, c'est pourquoi les habitants de mon monde détestent la poussière. Les ombres, si vous préférez. La matière sombre. Ils cherchent à la détruire, ils pensent qu'elle est maléfique. Moi, je crois plutôt que ce sont eux qui font des choses maléfiques. Je les ai vus à l'œuvre. Alors les ombres représentent-elles le bien ou le mal? Le docteur Malone se frotta les joues, ce qui leur redonna un peu de couleur. Tout cela est très gênant, dit-elle. Sais-tu à quel point il est inconvenant d'évoquer le bien et le mal dans un laboratoire? En as-tu idée? Je suis devenu scientifique. C'est en partie pour ne plus être confronté à ce genre de préoccupations. Vous êtes obligé d'y penser, répliqua Lyra d'un ton sévère. Vous ne pouvez pas vous intéresser à la poussière, aux ombres ou je ne sais quoi encore sans réfléchir à ce genre de choses. Le bien, le mal, et ainsi de suite. Pas moyen de refuser. Quand doivent-ils fermer ce laboratoire? La commission des subventions prendra sa décision à la fin de la semaine. Pourquoi? Il vous reste ce soir encore, dit Laïra. Vous pourriez régler cette machine pour qu'elle fasse apparaître des mots sur l'écran à la place des images, comme je l'ai fait. Ça ne vous posera pas de problème. Ensuite, vous pourrez leur montrer ce qu'on voit, et ils vous donneront de l'argent pour continuer vos recherches. Vous apprendrez un tas de choses sur la poussière, les ombres, et vous m'expliquerez. Car voyez-vous, ajouta-t-elle d'un ton quelque peu pédant, comme une duchesse qui se plaint du travail d'une femme de chambre, la laitiomètre ne me dit pas exactement ce que j'ai besoin de savoir. Vous pourriez répondre à mes questions. Autrement, je pourrais certainement me débrouiller avec les baguettes du Ching, mais c'est plus facile avec les dessins, à mon avis du moins. Si ça ne vous ennuie pas, je vais retirer ces trucs-là, ajouta-t-elle en tirant sur les électrodes fixées sur son crâne. Le docteur Malone lui tendit un mouchoir en papier pour essuyer le gel pendant qu'elle enroulait les fils. Tu t'en vas? Demanda-t-elle. On peut dire que tu m'as fait passer un curieux moment. Vous allez faire apparaître des mots dans la machine? Interrogea Lyra en récupérant son sac à dos. Ce sera à peu près aussi utile que de remplir cette demande de subvention, je suppose, répondit la scientifique. Écoute, j'aimerais que tu reviennes demain. C'est possible? Vers la même heure? Je voudrais te montrer autre chose. Lyra la regarda en plissant les yeux. S'agissait-il d'un piège? Bon, d'accord, dit-elle. Mais n'oubliez pas que j'ai besoin de savoir certaines choses. Je n'oublie pas. Alors tu viendras? Oui. Si je dis que je viendrai, je viendrai. J'ai l'impression que je pourrais vous aider. Sur ce, elle prit congé. Dans le hall, le concierge leva brièvement la tête derrière son bureau et replongea aussitôt dans son journal. Ah oui, les fouilles de Nunatak, dit l'archéologue en faisant pivoter sa chaise. Tu es la deuxième personne ce mois-ci à m'interroger sur le sujet. Qui était la première? Demanda Will immédiatement sur ses gardes. Un journaliste, je crois. Je n'en suis pas sûr. Qu'est-ce qu'il voulait savoir? Il s'intéressait à l'un des hommes qui ont disparu au cours de l'expédition. Ça se passait en pleine guerre froide. La guerre des étoiles et tout le tintouin.
Mais tu es trop jeune, je parie, pour te le rappeler. Les Américains et les Russes installaient d'énormes radars d'un bout à l'autre de l'Arctique. Bref, que puis-je pour toi? En fait, répondit Will en s'efforçant de rester calme, j'aurais voulu en savoir un peu plus sur cette expédition, pour un exposé sur les hommes préhistoriques. J'ai entendu parler de cette expédition qui a disparu, et ça m'a intrigué. Tu n'es pas le seul, comme tu le vois. À l'époque, l'affaire a fait grand bruit. J'ai fait des recherches pour ce journaliste. Il s'agissait en vérité d'une mission d'observation préliminaire. Ce n'était pas vraiment des fouilles. Avant de se lancer dans une pareille entreprise, on vérifie d'abord si ça vaut le coup d'investir du temps et de l'argent. Et ce groupe était donc parti inspecter un certain nombre de sites pour rédiger un rapport. Il y avait une demi-douzaine d'hommes en tout. Généralement, pour ce genre d'expédition, on s'associe à des spécialistes de diverses disciplines, des géologues par exemple, afin de diviser les coûts. Chacun s'occupe de ce qui l'intéresse. Dans ce cas précis, il y avait un physicien dans l'équipe. Je crois qu'il s'intéressait aux particules atmosphériques évoluées. Les aurores boréales, ce genre de choses. Apparemment, il avait emporté des ballons équipés d'émetteurs radio. Il y avait un autre homme avec eux, un ex-Royal Marine, une sorte d'explorateur professionnel. Il devait s'aventurer dans des territoires sauvages, et les ours polaires représentaient toujours une menace dans l'Arctique. Les archéologues sont capables d'affronter certains dangers, mais nous ne sommes pas habitués à manier le fusil. Et quelqu'un qui sait tirer, naviguer, installer un campement et qui connaît les techniques de survie est très précieux. Remarque, ça ne les a pas empêchés de tous disparaître. Ils étaient en contact radio avec une station d'observation locale, mais un jour, la liaison a été interrompue. Ils n'ont plus jamais émis le moindre signal. Certes, il y avait eu du blizzard, mais rien d'exceptionnel. L'équipe de secours a découvert leur dernier campement, plus ou moins intact, bien que les ours aient dévoré les provisions. Mais aucune trace des membres de l'expédition. Voilà, je ne peux pas t'en dire plus, malheureusement. Oui, je comprends, dit Will. Merci. Ce journaliste, ajouta-t-il en s'arrêtant sur le pas de la porte. Vous dites qu'il s'intéressait à un des hommes de l'équipe? Lequel? L'explorateur, un dénommé Paris. À quoi ressemblait-il? Je parle du journaliste. Pourquoi me demandes-tu ça? Parce que. Will ne voyait aucune explication plausible. Il n'aurait pas dû poser cette question. Comme ça, simple curiosité, dit-il. Peu importe. Si je me souviens bien, c'était un grand type blond, avec des cheveux très clairs. Ok, merci, dit Will, et il pivota sur ses talons pour s'en aller. L'homme le regarda sortir de la pièce sans rien dire, en fronçant légèrement les sourcils. En le voyant du coin de l'œil décrocher son téléphone, Will s'empressa de quitter les lieux. Il s'aperçut qu'il tremblait. Le soi-disant journaliste était l'un des deux hommes qui avaient fait irruption chez lui, un homme de grande taille avec des cheveux et des poils si clairs qu'il semblait n'avoir ni sourcils ni cils. Ce n'était pas celui que Will avait fait tomber dans l'escalier. C'était l'autre, celui qui avait surgi du salon au moment où Will dévalait l'escalier et sautait par-dessus le corps. Ce n'était certainement pas un journaliste. Il y avait un grand musée tout près de là. Will y entra, en tenant sa planchette et son stylo comme s'il prenait des notes, et alla s'asseoir dans une grande galerie aux murs couverts de tableaux. Il était secoué de violents frissons et pris de nausées, car l'idée qu'il avait tué un homme l'assaillait tout à coup. Il était un meurtrier. Jusqu'à présent, il avait réussi à chasser cette sinistre pensée, mais voilà qu'elle s'insinuait en lui. Il avait ôté la vie à un être humain. Il resta assis là pendant une demi-heure, et ce fut assurément la demi-heure la plus affreuse qu'il ait jamais vécue. Autour de lui, les gens allaient et venaient, regardaient les tableaux, parlaient à voix basse, sans se soucier de lui. Un gardien du musée resta planté à l'entrée de la salle pendant plusieurs minutes, les mains dans le dos, avant de s'éloigner à pas lents, tandis que Will, littéralement tétanisé, affrontait l'horreur de son geste. Peu à peu, il retrouva son calme. Il n'avait fait que défendre sa mère. Ces hommes la terrorisaient. Compte tenu de son état mental, ils la persécutaient, pouvait-on dire. Il avait le droit de défendre son foyer. Son père aurait attendu de lui qu'il agisse ainsi. Il avait commis un acte justifié. Il l'avait fait pour les empêcher de voler l'écritoire en cuir vert. Il l'avait fait pour pouvoir retrouver son père. N'avait-il pas le droit d'agir de cette façon?
Ces jeux d'enfant lui revinrent en mémoire. Il se revoyait avec son père, l'un et l'autre se portant mutuellement secours, après une avalanche ou combattant des pirates. Désormais, c'était pour de vrai. Je te retrouverai, dit-il mentalement. Aide-moi, et je te retrouverai. Ensemble, on s'occupera de maman, et tout s'arrangera. Après tout, il connaissait une cachette maintenant. Un endroit parfaitement sûr où personne ne le trouverait jamais. Et les documents contenus dans l'écritoire, il n'avait pas encore eu le temps de les lire, étaient en sécurité, eux aussi, sous le matelas de la chambre à cite à gaz. Au bout d'un moment, Will s'aperçut que les visiteurs marchaient d'un pas plus décidé, dans la même direction. Ils se dirigeaient vers la sortie, car le gardien leur annonçait que le musée allait fermer ses portes dans 10 minutes. Will se ressaisit et sortit à son tour. Il parvint à atteindre High Street, où se trouvait le cabinet de l'avocat, et l'espace d'un instant, il envisagea de s'y rendre en dépit de ses résolutions. Cet homme lui avait paru sympathique finalement. Mais juste au moment où il décidait de traverser la rue pour pénétrer dans l'immeuble, il se figea. Le grand type aux sourcils presque blancs sortait d'une voiture arrêtée le long du trottoir. Will se retourna aussitôt d'un air nonchalant et contempla la vitrine d'une bijouterie juste à côté. Dans la glace, il vit le reflet de l'homme jeter des regards autour de lui, ajuster son nœud de cravate et pénétrer dans l'immeuble abritant le cabinet de l'avocat. Dès qu'il eut disparu à l'intérieur, Will repartit dans l'autre sens, le cœur battant à tout rompre. Il n'existait aucun endroit sûr. Il prit la direction de la bibliothèque de l'université pour attendre l'Aïra, comme convenu.